Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 31e émission de Et si on parlait de sport? Avec Laurent Garnier, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline, j'espère que ça va après ces fêtes que passer en pleine montagne d'après ce que tu me disais. C'est ça. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 31e émission, nous accueillons Guillaume Abran, responsable ski nordique au centre interrégional d'entraînement de Font-Romeu. Nous accueillons aussi Marwa Azougli, jeune athlète de 14 ans qui évolue au club d'athlétisme de Colomiers, accompagné de son papa Saïd Azougli, coureur lui aussi de fond sur longue distance. Célia Indy, athlète de 18 ans, spécialiste du sprint long, et Félix Caramonte, ancien athlète national, entraîneur de catégorie jeune et président du club de Colomiers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire de cette émission, chaussez vos skis de fond, prenez vos fusils, rendez-vous sur les pistes de biathlon pour suivre nos championnes et champions qui chaque semaine nous régalent par leurs performances. Nous évoquerons aussi le ski nordique avec les bonnes performances de notre équipe de France. En deuxième mi-temps, c'est de l'athlétisme que nous vous proposerons avec la rencontre de deux jeunes athlètes, l'une championne d'Occitanie du 400 mètres et la deuxième double championne de France par équipe avec les formations d'Occitanie féminine et mixte à Carré en Bretagne le 12 mars dernier, suivi d'un titre de championne d'Occitanie du 2000 mètres à Millau le 18 juin dernier. Avec son père et son président de club, nous parlerons de leur passion pour la course de fond et demi-fond et aussi de la vie d'un club d'athlétisme. Et si on parlait de sport avant match? Et oui, avec les principaux résultats de la semaine, Pauline. Oui, on va débuter par la voile avec l'Arkea Ultimate Challenge. 6 marins ont pris le départ de l'Arkea Ultimate Challenge dimanche à Brest, la première course autour du monde en solitaire en grand multicoque. Un défi de quelques 45 jours. Lundi matin à 7h, c'est Charles Caudrelier sur Maxi Edmond de Rothschild qui menait la flotte. Alors, toujours dans la flotte, toujours dans l'eau, mais là, cette fois-ci, c'est du water-polo. Avec le début des championnats d'Europe à Dubrovnik en Croatie, la France s'est inclinée d'un tout petit but au tir au but de 20-19 pour son premier match des championnats d'Europe jeudi face au Monténégro. Elle s'est malheureusement aussi inclinée à nouveau samedi face à la Croatie, 12-7, prochain match samedi prochain. Et en ski de fond et la Coupe du Monde à Davos, en Suisse, le fondeur français Lucas Chanava, déjà vainqueur à Toblach le 30 décembre, a remporté le sprint de Davos mercredi, loin devant ses adversaires. En tour de ski et la Coupe du Monde à Val di Fiemme en Italie, l'Isérois Jules Lapierre a remporté dimanche la Mastart, tandis que son coéquipier au Savoyard Hugo Lapalus a pris la 3e place. Il en profite également pour monter sur le podium du classement final du Tour de ski. Chez les dames, la Française Delphine Claudel a signé une grosse performance lors de la dernière étape du Tour de ski en s'offrant une 3e place sur la Mastart libre de 10 km. On passe au saut à ski avec la Coupe du Monde à Villars en Autriche. Joséphine Panier a terminé 8e du 2e concours de saut à ski jeudi. Elle conserve néanmoins sa 2e place au classement général. Toujours en sport d'hiver et cette fois le biathlon avec la Coupe du Monde à Oberhof en Allemagne. Les Françaises sensationnelles. Après la victoire de Justine Brézaboucher vendredi lors du sprint, c'est Julia Simon qui s'est imposée samedi lors de la poursuite. C'est son premier succès en Coupe du Monde cette saison. En relais, les Françaises ont remporté dimanche leur première victoire de la saison sur le 4x6 km. Lou Jean Monod, Justine Brézaboucher, Sophie Chauveau et Julia Simon ont dominé la Norvège 2e et la Suède 3e. Ouais, c'était un petit peu plus dur pour les garçons, mais en tout cas, ça nous a fait bien plaisir ce week-end de biathlon avec cette équipe de France féminine bien en place. On va passer maintenant au tennis de table avec les finales du circuit World Tennis de table qui menait 2-0 en demi-finale à Doha au Qatar. Les jeunes frères Lebrun se sont finalement inclinés face aux Chinois Yang Lisen et Yang Peng. Il faut attendre encore un peu de progression, mais la médaille pour les Jeux Olympiques a l'air de se rapprocher pour nos jeunes garçons. Et parlons tennis avec le United Cup. La France s'arrête en demi-finale en United Cup, compétition mixte par équipe réunissant 18 pays. Après un beau parcours, les Bleus ont été logiquement battus par la Pologne 3-0, d'Hubert Hurkacz, 9e, et Iga Swiatek, numéro 1. Le premier a dominé en simple Adrian Manarino, 6-3, 7-5, tandis que la numéro 1 mondiale a solidement rattrapé un début de match chaotique, 4-6, 6-1, 6-1, face à Caroline Garcia, 20e mondiale. Et on va passer à l'automobile
moto, l'automobile avec le fameux Rallye Raid Dakar. La 46e édition du Dakar s'est élancée vendredi avec un prologue de 28 km autour d'Al-Ula en Arabie Saoudite pour 14 jours de course, 12 étapes. Le tracé dessiné sur une distance équivalente avec 5000 km en spécial poursuit l'exploration des territoires saoudiens en allant chercher 60% de portions inédite. Cette nouvelle édition devrait réserver un duel en auto entre Nasser Al-Attiyah, qui est le vainqueur de l'année dernière, et Sébastien Loeb, qui cherchera effectivement cette année la victoire. Nouveau coéquipier tous les deux chez ProDrive, à moins que chez Audi, pour sa dernière saison en Rallye Raid sur le Dakar, ne décroche enfin la victoire avec Carlos Sainz ou Stéphane Peterhansel. À l'issue de cette deuxième étape dimanche entre Al-Enakiya et Al-Duwadimi, de 655 km, dont 463 de spécial. C'est Stéphane Peterhansel qui a signé un 50e succès d'étape sur ce Dakar dimanche, en égalant ainsi le record d'un certain Harry Vatanen. Au général, c'est l'équipage espagnol Sainz Cruz qui est premier avec 1 minute 51 secondes d'avance sur le deuxième. En moto, le pilote Botswana Ross Branch a pris la tête du classement général. Classement général chez les quads, c'est le premier actuellement au général, c'est Marcelo Medeiros, brésilien. Classement général camion, premier équipage Van Kasteren et Rodewald des Pays-Bas. Classement général SSV, premier équipage Farel Güell et Ortega Gil, équipage espagnol. Et en basket, on va parler de l'Euroleague Homme, où Monaco s'est finalement incliné sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée, 75-73. L'Asvel est parvenu à s'imposer face à Kaunas, 93-79, mettant ainsi fin à une série de 10 défaites d'affilée en Euroleague. On va passer au handball avec la préparation pour l'Euro. Notre équipe de France s'est baladée face à la Tunisie 35-26 dans le cadre du tournoi de France à Nantes en guise de préparation pour cet Euro. Les Bleus ont récidivé en dominant le Brésil 37-28 samedi pour leur deuxième match et remportent le tournoi. En Ligue des champions féminines, les Brestoises ont dominé les Hongroises de Debrecen 38-28 lors de la 9e journée et les Messines ont elles aussi signé dimanche un nouveau succès de prestige contre les triples championnes d'Europe en titre Kristiansand. 31-29. En volleyball et la Marmara Spike League, Montpellier a dominé le dernier Saint-Jean-d'Illac 3-7-1, 7-0-3. Saint-Nazaire a disposé de Narbonne 3-7-1. Après avoir mené dans le premier set, Toulouse s'est finalement incliné devant Nantes-Rezé 3-7-1. En football féminin et la Ligue des champions, les Lyonnaises se sont imposées 3-1 lors de leur troisième match de poule face aux Norvégiennes de Brandbergen. Alors, toujours en football, mais là chez les garçons, avec le fameux trophée des champions, c'est-à-dire le vainqueur du championnat de France contre le vainqueur de la Coupe de France. En maîtrise au Parc des Princes contre Toulouse, le PSG a remporté le trophée des champions, donc 2-0 pour la 12e fois de son histoire. Puisque nous sommes aussi toujours dans le football en Coupe de France, donc nos représentants d'Occitanie, Rodez N2 contre Châlons N3 a gagné 4-0. Orléans National contre Nîmes National a gagné 2-1. Amiens L2 contre Montpellier L1, victoire de Montpellier 2-1. Chambéry N3 contre Toulouse, victoire de Toulouse après un très beau match. Revel en division d'honneur face au Paris Saint-Germain s'est incliné 9-0 dans une très belle ambiance et un très bon état d'esprit. Ce fut un très beau match à voir. Et terminons ces résultats de la semaine par le rugby et le top 14 où le Racing 92 s'est imposé à domicile face à Castres 34-30 avec le bonus et démarre l'année 2024 en tête du top 14. Quatrième victoire à domicile d'affilée pour Perpignan face à Oyonnax 27-12. Avec cette démonstration 45-0 face à Lyon à Ernest Vallon, le Stade Toulousain monte de la 7e à la 4e place du championnat. Montpellier, un succès qui fait du bien, a remporté son match à domicile 27-17 contre Toulon. Et en Pro D2, Béziers prend la 2e place après sa large victoire 54-14 face à Aurillac. Nevers a complètement raté son déplacement à Colomiers. La meilleure attaque de Pro D2 avant cette journée n'aura pas réussi à inscrire un seul essai en Haute-Garonne et aura souffert face au réalisme des Columérins 28-3. Et Dax s'est imposé 7-0 dans une rencontre bien terne face à Montauban. Oui, merci Pauline pour ces résultats. Tout de suite, notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès en compagnie de Pauline Gaston-Conduite et de Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous allons vous proposer de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Laurent Garnier et Bernard Pujol.
Alors, à moins de 200 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et moins de 230 jours de l'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, soit 100 ans après la dernière édition qui se déroulait à Paris en 1924, nous avons souhaité remonter le temps en vous proposant de revisiter l'une des plus anciennes histoires du monde, les premiers Jeux Olympiques. Alors, je propose de remonter le temps jusqu'à la Grèce antique, plus particulièrement au 8e siècle, avant Jésus-Christ, dans la ville d'Olympie. Bernard, comment sont nés les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques sont nés de la tradition religieuse grecque qui était dédiée au dieu Zeus. L'événement était bien plus qu'une simple compétition sportive. Il incarnait l'unité des cités grecques et promouvait un cessez-le-feu sacré pendant les Jeux, assurant ainsi la paix temporaire dans la région. Alors au début, une seule épreuve était au programme. Peux-tu nous dire laquelle ? Les premiers Jeux Olympiques, en 776 avant Jésus-Christ, nous y étions tous, étaient modestes, avec une seule épreuve au programme. La course à pied sur une distance d'environ 192 mètres, baptisée le stadion. Aujourd'hui, on est à 400 mètres, ça n'existe pas les 192 mètres, mon Bernard. Tout augmente, cher Laurent, l'inflation est bien là. Au fil des années, de nouvelles disciplines ont été ajoutées, comprenant la lutte, le pentathlon, le pugilat. Le pugilat, c'est quoi, Bernard ? Ça, c'était un peu les prémices des sports de combat. C'était de la bagarre désorganisée, où il fallait frapper fort, détruire, toujours dans le bon esprit olympique et sportif. Mais ça tapait dur. Et même les courses de chars. Donc les chars, on est bien d'accord qu'à l'époque, c'était des chevaux avec des roues simplement. On ne parle pas des chars d'aujourd'hui. Oui, effectivement, et tant mieux, puisque l'actualité nous amène souvent à des chars que l'on voit sur les écrans. Non, c'était des chars, pour ceux qui ont vu tous ces grands films, ces Playpom, de Bénur et autres, c'était des chars avec des roues en bois d'époque, effectivement, capitonnés, très modélisés. Alors, c'était ce type de char. Voilà, à l'époque, Bernard, on ne pouvait pas forcément parler de parité entre les athlètes. Non, malheureusement, à cette époque, les hommes régnaient. En maître, en Dieu, les athlètes étaient tous des hommes. Ils concouraient nus pour honorer la beauté du corps humain et éliminer toute suspicion de tricherie. Les vainqueurs étaient acclamés comme des héros et recevaient des couronnes de feuillage d'olivier, une récompense précieuse à l'époque. Les Jeux Olympiques se sont poursuivis plus de 1000 ans, résistant à l'épreuve du temps et au changement politique. Cependant, en 393 après Jésus-Christ, l'empereur romain Théodose Ier a interdit le jeu, le coquin et le vilain, considérant qu'ils étaient païens. Alors, j'ai envie de poser une question à Pauline. Qu'est-ce qui fait que l'idée des Jeux, donc on s'est arrêté en 393, mais qu'est-ce qui fait que l'idée des Jeux se soit réapparue un peu plus tard ? Alors l'idée des Jeux Olympiques a été ravivée au 19e siècle. C'est une époque de renouveau grâce au baron Pierre de Coubertin, un visionnaire français inspiré par l'esprit compétitif des anciens Grecs qui a fondé le Comité international olympique, donc le CIO, en 1894. Et d'ailleurs, Laurent, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé le 6 avril 1896 ? Eh bien, Athènes est devenue un théâtre d'histoire puisque c'est le premier Jeux Olympiques qui ont eu lieu de l'ère moderne, on va dire, à Athènes. Les festivités ont débuté avec une cérémonie d'ouverture majestueuse au stade panathénaïque où des milliers de spectateurs ont été témoins du renouveau de cette tradition millénaire. La diversité des participants était déjà d'une réalité avec des athlètes venant de 14 nations différentes. Plus de 250 athlètes, tous masculins, ont rivalisé dans 9 disciplines, allant de l'athlétisme à la gymnastique en passant par l'haltérophilie. Et quel état d'esprit donc ces jeux finalement, parce que il s'était passé des milliers d'années et là on revient des siècles plus tard. Comment ça s'est passé cette ambiance sur place ? Alors c'est bien revenu parce que le sport effectivement ne meurt jamais et l'enthousiasme et l'esprit compétitif étaient palpables dans l'air. Les épreuves d'athlétisme ont été les points forts, puisque effectivement à ces époques on courait, on sautait et la devise que l'on verra plus loin le mentionnera, avec des courses palpitantes et des performances athlétiques remarquables. Spiridon, Louis de son prénom, un berger grec, a remporté le marathon devant une foule en délire, devenant une légende instantanée. Et qu'est-ce qui a marqué les Jeux Olympiques 1896 ?
Ce qui a marqué les Jeux Olympiques de cette date, 1893, ils ont été marqués par leur simplicité et leur authenticité. On était dans le sport, dans l'état le plus pur. Les athlètes ont été honorés, non pas par des médailles ou autres primes, puisque l'économie n'était pas, on était dans la pureté de l'esprit et du corps, mais par des couronnes symboliques d'olivier et des diplômes. Cette tradition a jeté les bases des célébrations futures. Et pour terminer cette première chronique sur les Jeux Olympiques, en quoi les premiers Jeux modernes ont-ils été un succès ? Ils ont été un succès, et ce qui a été démontré suite à l'idée de notre baron tant connu Pierre de Coubertin était plus qu'une utopie. Ces Jeux ont transcendé les frontières nationales, établissant un héritage qui se perpétue encore aujourd'hui. Et justement, nous verrons la semaine prochaine la suite de cette chronique spéciale JO Paris 2024 avec la suite des origines des Jeux Olympiques et on vous racontera comment ça s'est passé dans les années qui ont suivi. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Guillaume Abran, responsable ski nordique au centre interrégional d'entraînement de Font-Romeu. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec Guillaume Abran, responsable ski nordique au centre interrégional d'entraînement de Font-Romeu. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, c'est avec plaisir. Guillaume, tu es cadre technique à Font-Romeu. Avant d'aborder les résultats de nos équipes de France de biathlon et de ski de fond, peux-tu nous éclairer sur ta mission et nous dire ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors moi je suis conseiller technique régional. Donc placé auprès de la Fédé et avec mon supérieur hiérarchique qui est la Dragesse Occitanie. L'idée de mes missions, c'est que ça a évolué. J'ai été entraîneur pendant les 20 dernières années. J'ai entraîné les équipes régionales et de ski de fond et de biathlon sur les Pyrénées, tout le secteur est. Tu as vu passer plein de champions alors ? J'ai vu passer quelques champions, en effet, dont certains bien connus. Des noms. Notamment Martin Fourcade. Voilà, faut le citer quand même. C'est important. Celui-là, ça. On le connaît. C'est ça. Et quelques-uns qui sont moins connus, la famille Beg. Voilà. Et Laure Bosque également, du plateau de Beille pour les locaux qui connaîtront. Et voilà. Alors, on va passer maintenant un peu à l'actualité. On a passé un week-end extraordinaire. On a vu des résultats de chez nos filles super, notamment chez les filles. Donc, avec Justine Brézé-Boucher qui remporte sa 4e victoire de suite à Oberhof. Sophie Chauveau qui était donc elle 3e et un tir groupé des Françaises dans le top 10 du sprint Oberhof ce week-end en Autriche. Sans oublier bien sûr Julia Simon. Tu dois être contente de ces résultats-là. Ouais, c'est magnifique pour l'équipe de France féminine. Les filles, elles sont vraiment au niveau. Et ce qui est impressionnant, c'est la densité de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Lou, Justine, Julia qui ont été capables d'avoir une victoire chacune. Donc on a une équipe de 6 filles avec 3 qui sont capables de gagner sur un tiers de la saison. C'est monumental en densité. Et puis des filles qui sont montées comme Sophie Chauveau qui montrent que derrière, il y a de la relève aussi, que ça peut tourner. Et c'est digne des grandes nations comme font les Norvégiens et les Norvégiennes par exemple, avec des retours entre notre circuit bis qui est l'IBU Cup et la Coupe du Monde. Le fait que ça redescende, ceux qui redescendent gagnent souvent un IBU Cup. Et des jeunes qui ont performé en IBU Cup arrivent à faire des top 10 en Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Ouais, j'ai noté aussi une petite jeune, la jeune Richard, 21 ans, là, qui a fait aussi un bon parcours finalement. Elle était impressionnante pour sa première Coupe du Monde. C'est ça. Et Océane Michelon également. Oui, c'est ça, toute cette équipe. En tout cas, nous, on a passé moi, j'ai suivi ce week-end, je me suis régalé. Alors, j'ai envie de dire la question qui fâche un peu, mais et nos garçons ? C'est ça, la question qui tue. Après, comme dans toute performance, je pense qu'il faut réfléchir aussi à une image sur 4 ans, sur les préparations des Jeux. Donc 2026, 2030 peut-être certainement en France derrière. Il y a des turnovers dans les équipes. Il y a des jeunes comme Éric Perrault qui montent fort et qui ont vraiment des potentiels. Et là, on est sur des équipes où je pense qu'il y a une énorme densité. Aujourd'hui, les Norvégiens ont montré qu'il y a une densité chez les gars. 5 premières places, voilà. La poursuite. Et d'année en année, ce que derrière notre écran, on ne se rend pas compte, c'est la densité du niveau, la vitesse de déplacement sur les skis. Et aujourd'hui, nos Français, les garçons, même s'il y en a qui finalement s'en sortent bien, soit sur l'un, soit sur l'autre. Il y en a qui ont skié fort, c'est très individuel, qui ont skié très fort et qui sont bien sur les skis. Ça pêche au tir pour certains, ils ont du mal à trouver leur marque. Je pense qu'il faut pas faire de conclusion hâtive. Laissons la saison se dérouler pour voir. Il y a des transitions, il y a des changements de coach.
aussi. Oui, c'est vrai que pour les ça équipes joue aussi. gars. Ouais, tout à fait. Et on sait qu'à chaque changement de coach, à l'arrivée de Vincent Vitos chez les gars, au début, ça a été super dur pour les gars. Là, avec l'arrivée de Simon Fourcade, il y a aussi des choses qui se changent. Donc, Il y a des méthodes peut-être qui sont différentes. Ouais, des méthodes qui sont différentes, aussi des moments dans les saisons, dans les carrières d'athlètes. C'est jamais régulier. Non, puis il faut C'est-à-dire aussi que- avouer que la concurrence, elle est là aussi. Faut pas non plus. Nos Français, ils sont là, ils sont pas mauvais, mais ils sont peut-être aussi, ils ont en face à eux des Norvégiens qui sont, on va dire, dans le jargon sportif, en pleine bourre en ce moment, quoi. Ouais, il y a des Norvégiens qui sont en pleine bourre, des Allemands qui finalement, pendant quelques années, là, n'ont pas été ultra présents, en tout cas pas régulièrement comme maintenant, et qui là sont vraiment au rendez-vous. Et puis les Français, on est aujourd'hui une grosse nation du biathlon. Chez les filles, on l'a vraiment reprouvé, reconfirmé sur le début de saison. Chez les gars, on a été très fort sur les dernières années. Là, on a un tiers de saison un peu en baisse et en berne. Après, on le voit aujourd'hui, pour performer sur un sprint en Coupe du Monde, c'est soit on tire à 9 ou à 10, soit on n'existe pas. Et aujourd'hui, les balles ne sont pas forcément rentrées. Donc ça explique aussi ça. Petit manque de réussite. On a parlé de biathlon, mais l'équipe de France de ski de fond a aussi performé avec notamment Luca Chanava qui a remporté 2 sprints de suite en Coupe du Monde avec le doublé en Italie en compagnie de son compatriote Jules Chapaz. Exactement. Donc les Français là qui sortent du Tour de ski. Donc Tour de ski qui se joue sur 7 épreuves, qui fait partie de la Coupe du Monde. C'est l'événement un peu phare du ski de fond, avec la même symbolique que le Tour de France. Donc ça permet vraiment de mettre en avant cette discipline du ski de fond. Et nos Français, garçons en particulier, mais aussi filles, qui ont été énormes. Je pense que ce qui s'est passé sur la semaine du Tour de ski, c'est historique. C'est vraiment historique, avec la victoire de Jules Lapierre sur l'Alpe Cernis sur la fin. Et la 3e place de la Palue au général et sur l'étape finale. Voilà. Donc il y a eu des victoires françaises et des doublés français même sur l'ensemble des épreuves. Et Delphine Claudel chez les filles aussi, qui finit 3e de la montée de l'Alpe Cernis sur la Mastart finale. Et ça c'est historique. C'est vraiment jamais arrivé qu'il y ait une telle réussite en Coupe du Monde. Et pareil que ce qu'on disait chez les filles biathlètes, c'est-à-dire que chez les garçons ski de fond là, il y a eu des podiums de 4 garçons différents. Donc voilà, je pense que ce qui fait la beauté de ces réussites-là, c'est plus que la réussite individuelle, c'est la réussite de l'équipe. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve magnifique. Et le biathlon et le ski de fond sont 2 disciplines à la fois différentes mais complémentaires. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Ouais, alors très rapidement. Donc sur le ski de fond, donc deux types de pratiques, le style classique et le style skating. Donc là, on est vraiment sur une discipline chronométrique à 100%. Donc on est sur la vitesse avec différentes épreuves qui sont très variables en termes de distance, qui vont de la longue distance jusqu'au sprint, donc qui se court en 2-3 minutes. Et le biathlon, où c'est uniquement le style skating pour les compétitions de biathlon, avec le tir au milieu. Donc 2 ou 4 tirs en fonction des disciplines, et du tir couché et du tir debout. C'est de l'endurance en fait, pas mal en ski nordique, enfin ski de fond. Ski de fond, beaucoup d'endurance, sauf sur le sprint, où là on est sur des durées d'effort que les athlètes connaissent bien aussi. On va dire que c'est la même variété qu'un athlétisme, où si on fait du fond ou du demi-fond, ou du sprint, on est sur des durées, sachant que nous on n'aura pas des durées de 10 secondes comme le 100 mètres, mais voilà, qui s'apparente plus à du 1005 ou du 1000. Alors si on a envie de pratiquer le biathlon ou le ski de fond dans la région, comment je fais ? Dis-moi. Alors plusieurs solutions. En mode, on va dire, touristique, en mode découverte, on a pas mal d'animations sur les stations qui peuvent se faire en hiver ou hors hiver, parce qu'on a quand même la chance, et c'est notable, notamment avec les évolutions climatiques aujourd'hui, d'avoir le ski à roulettes, des pistes de ski à roulettes et des stades d'entraînement dédiés qui nous permettent de pratiquer toute l'année. Donc on peut faire du ski de fond toute l'année et pas forcément que l'hiver, et ça c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais je pense que dans les prochaines années, c'est ce qui va aussi faire notre force. Et dans l'idée, on peut aller soit se rapprocher des écoles de ski dans les stations nordiques, où il y a très souvent des activités biathlon qui sont proposées en groupe, en famille, en individuel, sous forme de groupe. Alors, juste une question pour les parents. Le fait d'avoir un fusil, ça peut faire paniquer un petit peu. Explique-nous un peu comment ça se passe. Ouais, je finis voilà, juste sur le côté comment je pratique. Donc, soit c'est découverte en station, soit c'est se rapprocher d'un club qu'on peut facilement trouver sur le site de notre comité Pyrénées-Occitanie ou sur le site de la fédération. Tu as le site, tu peux nous le donner ? Ouais, alors pour la fédé, c'est ffs.fr, et pour le comité, c'est ski
biathlon-pyrénées.fr. D'accord, alors, comme ça déjà vous pouvez vous renseigner là-dessus. Voilà, et se rapprocher d'un club, où là, en étant adhérent d'un club, on a une pratique facilitée forcément, et qui va s'inscrire de manière un peu plus durable tous les mercredis et les samedis, et où on peut pratiquer le biathlon en mode initiation et découverte dès le plus jeune âge, mais pas que. Et Fonds Romeu regroupe de nombreuses disciplines sportives dans le cadre de Pôle Espoir. Comment ça marche si on veut intégrer cette structure, pardon ? Alors l'idée, c'est de commencer à pratiquer en club, et nous on travaille actuellement sur tout le maillage de notre territoire pyrénéen. Donc en gros, on a les clubs, on a ensuite des sections sportives. Ensuite, on a d'autres structures qui sont des sections sportives plus, qui pour nous sont les centres régionaux de formation. Et ensuite, Pôle Espoir sur Fonds Romeu. Donc en gros, on a 2 sites qui sont réellement phares sur le 3 même sur le fond et le biathlon en termes d'activité. C'est tout le secteur d'Argelès-Gazost. C'est le plateau de Bay, donc ce qui se base sur la section d'Ax-les-Thermes, et toute la Cerdagne Cap-Cyr autour de Fonds Romeu. Voilà, c'est nos 3 sites phares de pratique. Donc c'est attaquer en club. Ensuite, on peut dès la 6e postuler pour être recruté en section sportive et s'entraîner dans les sections sportives. Et à partir de la 4e, rentrer en centre régional de formation. Puis à partir de la 2e, rentrer en Pôle Espoir, où là, ça se passe plutôt sur Fonds Romeu. Et l'entraînement, le recrutement, tu parles du mot recrutement, comment ça se passe ? C'est qui repère les personnes ? Parce que là, c'est vaste. Moi, je suis tranquillement dans mon école, et qui va venir me chercher, quoi ? Alors ça se passe sur les compétitions régionales. D'accord. Globalement, on a un circuit de compétition régionale qui s'appelle le Challenge du Jeune Fondeur, qui est très orienté ski de fond. Il n'y a pas de biathlon actuellement dans ce Challenge du Jeune Fondeur, mais c'est là en gros que nos jeunes athlètes font leurs armes, et ensuite, en fonction de leur niveau, partent sur des déplacements nationaux dès la catégorie U15, qui se passent et en fond et en biathlon, et été comme hiver. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des biathlons Summer Tour, où on a des challenges d'été aussi en ski de fond. Et c'est là où finalement on va dire que les passions pour la compétition se révèlent. On en parlait tout à l'heure en off. Quels sont les avantages de la fédération de ski ? Alors, les avantages de notre fédération en termes de pratique, c'est déjà d'avoir une accessibilité à la pratique qui est assez élevée par le nombre d'entraînements qui est proposé par nos clubs. C'est aussi d'avoir une pratique toute l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos axes de développement, ils sont aussi sur un club de ski. C'est pas que les 4 mois d'hiver, c'est l'ensemble de la saison. Et puis, ça va être sur tous les versants. Ça peut être sur un versant ski-forme. Je pratique les activités nordiques, que ça soit en marche nordique, que ça soit en des types d'entraînement, course à pied, etc., etc., le reste de la saison. Le ski à roulette, comme on parlait tout à l'heure. Donc, c'est de vraiment proposer une activité 4 saisons et pas que sur les 4 mois d'hiver. Et après, c'est d'être encadré par nos moniteurs fédéraux et nos moniteurs qui œuvrent au sein des clubs, avec quelque chose qui peut être très régulier et qui est ouvert à tout public, parce qu'on a aussi des groupes adultes comme des groupes découvertes pour les enfants. Et justement, en parlant du public, quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent pratiquer le biathlon ou le ski de fond ? Alors ça serait déjà d'essayer de s'initier à la découverte de la glisse. Donc c'est se dire dans un premier temps que c'est une activité de glisse comme une autre, que ça soit en roller, en skateboard, on touche à des activités de glisse. Donc c'est d'y venir sans idée préconçue sur l'endurance ou sur autre chose, et se dire que ça permet de tout faire. On peut pratiquer totalement en endurance sur des sorties longues, mais on peut aussi faire des circuits qui sont relativement à plat, assez faciles, assez ludiques, assez courts. Donc en fonction de nos qualités physiques, on peut jouer à peu près sur tous les tableaux et toutes les distances, et c'est surtout de venir en ayant un état d'esprit et l'envie de s'amuser. C'est-à-dire que je pense que notre attrait en ski de fond et en biathlon, et qui est souvent méconnu, c'est qu'on peut faire pas mal de jeux sur neige. On a un temps de pratique qui est très grand, c'est-à-dire si je fais 1 heure de séance, j'ai 1 heure de pratique, et j'ai la choix je peux me mesurer aux autres en faisant du biathlon, je peux être en confrontation contre moi-même, et j'ai une découverte technique qui est pas infinie, mais si, on peut dire qui est quasi sans fin. Tu parles de technique justement, alors pour les parents ou les personnes qui écoutent, au niveau matériel, comment ça se passe ? Avoir un fusil, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Comment c'est organisé ça ? Est-ce qu'il y a de l'aide ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a son propre matériel ? C'est important aussi quand on veut faire une discipline de posséder, j'imagine, son propre matériel. Comment ça se passe ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'attaque pas tout de suite à la 22 long rifle. C'est-à-dire qu'en termes d'initiation, il y a de plus en plus de moniteurs et de clubs, ou même d'autres organisations qui se mettent au tir laser, qui est une première approche de la pratique, mais qui est vraiment de l'animation. On n'a pas 100% les sensations qu'on retrouve. Ensuite, on passe à plomb à 10 mètres
à air comprimé. Donc là, souvent, c'est les clubs ou les écoles de ski qui ont le matériel. Et ensuite, on passe à la vente de Longriff. Donc certaines écoles de ski ont du matériel à la vente de Longriff, certains clubs également, et peuvent prêter ou mettre à disposition ou louer ce matériel, ce qui se fait de moins en moins. Et après, à partir du moment où on rentre dans un circuit de compétition, les carabines sont achetées par les athlètes personnellement, sachant que dès le plus jeune âge, c'est-à-dire aux alentours des 14 ans, on peut posséder une arme. Et sinon, on peut débuter à partir de quel âge le biathlon et le ski de fond ? Dès qu'on tient debout. Ok. Mais merci beaucoup Guillaume pour cet échange. Bonne continuation pour la suite de ta mission auprès des jeunes. Nous avons été très heureux de t'accueillir dans l'émission Et si on parlait de sport. On te souhaite une bonne saison 2024 et un bon développement pour ces disciplines passionnantes. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et c'est la mi-temps et retour pour Vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour parler athlétisme avec nos invités Marwa Azougli, Saïd Azougli, Célia Hendy et Félix Chiaramonte. J'espère que je n'ai pas écorché vos noms. À tout de suite dans la suite de cette émission. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne Et à si on travers le parlait de sport. sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Marwa Azougli, jeune athlète de 14 ans qui évolue au club d'athlétisme de Colomiers, accompagné de son père, Saïd Azougli, coureur de fond sur longue distance, Célia Hendy, athlète de 18 ans, spécialiste du sprint long, et Félix Chiaramonte, ancien athlète national, entraîneur et président du club d'athlétisme de Colomiers. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bon, tout d'abord, bonne année à tous. Pour commencer cet échange, nous vous proposons de faire les présentations pour nos auditeurs. Vous êtes tous membres du club d'athlétisme de Colomiers, je ne me trompe pas. Et on va commencer par la jeune Marwa, une jeune athlète qui fait de la course à pied. Et oui, tu as 14 ans, tu aimes courir et tu as de bons résultats à l'école. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'athlétisme ? C'est que j'ai toujours aimé le sport et aussi, j'ai toujours aimé courir. Et surtout que depuis petite, je voyais mon père courir, donc ça m'a aussi donné envie de courir aussi. Donc c'est plus par... T'as voulu suivre papa ? Oui, c'est ça. Et tu l'as rattrapé ? Et qu'est-ce que tu as envie de faire derrière au niveau de cet athlétisme ? Ça te mène où ? Quelles sont tes ambitions ? Pour l'instant, c'est juste pour le fun ou tu as envie de faire d'autres choses derrière ? Pour l'instant, je sais pas trop. Je fais ce qui me plaît et après, j'ai pas trop réfléchi à la suite. Et ça te plaît de souffrir en courant ? Ouais. Quelle est ta distance de prédilection en fait ? Je sais pas trop. Celle que tu aimes le plus courir en distance ? En fait, ça dépend sur piste ou en cross. Du coup, alors c'est quoi ces distances en cross ? C'est quoi le maximum que tu fais ? En cross, je crois que c'est 4-5 km et en piste, c'est 2000 mètres. Et donc, j'ai vu que tu avais des résultats. Sur 2000 mètres, tu n'as pas fait un petit résultat, championne de quelque chose récemment ? D'Occitanie, oui. Donc, il faut le dire, ça. Pas mal. C'est-à-dire que déjà, tu as battu plein de filles d'Occitanie quand même. Donc, tu vises un petit peu plus haut maintenant, au-dessus. Il y a quoi ? C'est la France au-dessus ? Oui. Et on va passer à toi, Célia. Bonjour. Bonjour. Alors, Célia, l'ascension fulgurante, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Quelle est ta perception des Jeux Olympiques en tant qu'athlète ? Alors moi, du coup, j'ai 18 ans, donc je suis aussi étudiante. Et j'ai commencé l'athlétisme parce que avec le Covid, on pouvait plus trop faire de sport en salle. Donc je faisais de la danse avant. Et oui, je m'y suis mise là, il y a 3 ans. Et j'adore ça, c'est génial. On se défoule bien. Toi, ta spécialité, c'est le 400 mètres. Oui, c'est ça. Et j'ai vu que tu avais couru le 400 mètres 60 secondes, 61 centièmes, c'est ça ? Oui, maintenant, ce temps, il a un peu changé, ouais. Je me suis un peu... J'ai amélioré ce temps, ouais.
Donc c'est ça. Donc tu as termine 16e sur 35 participants au championnat de France, c'est ça? Oui, non, pas tout à fait. Non, mais tu vois, mes notes sont pas bonnes. Donc, là, l'an dernier, du coup, en été, on est parti sur Châteauroux pour faire les championnats de France. Ouais. Et j'ai fini 7e sur 32, donc j'ai participé au final. C'était sur 2 jours, ouais. Donc, et là, toi, qu'est-ce que tu espères par rapport à ça? C'est uniquement pour ça, pour Tamouzou? Tu as d'autres petites idées derrière la tête? Oui, c'est sûr qu'au départ, quand même, c'était pour m'amuser, et c'est toujours le cas. Mais maintenant qu'on fait quelques podiums en Occitanie, etc., je pense que c'est la même chose pour Marois. On essaie de tout le temps se donner le meilleur possible et essayer d'atteindre un niveau peut-être national, peut-être faire des finales, des podiums, ça serait bien. On a toujours la médaille en tête, on aimerait bien, mais bon, on va voir, les filles sont vachement fortes. Alors, en parallèle de ça, toutes les deux, vous faites bien évidemment, vous continuez vos études. Oui. Donc, la passion du sport, elle est là, mais vous continuez vos études toutes les deux avec en ambition de rester en parallèle ou de donner un peu plus d'avantage au sport derrière? De rester en parallèle. Oui, ouais. Le sport, on a quand même des priorités et je pense que à choisir, c'est quand même les études qui passent avant. Mais oui, c'est sûr que c'est quand même important de garder cet équilibre et de garder le sport dans nos vies. C'est complémentaire. Ouais, exactement. Tu pourras assurer papa que tu dis ça, Marouane? Mais donc, vous avez décidé de ce que vous voulez faire d'un point de vue professionnel derrière? Vous avez des petites idées quand même? Toucherez au monde du sport ou pas du tout? Pour ma part, non. Là, je fais des études d'ingénieur généraliste, donc pas du tout dans le sport. Et c'est pour ça que c'est bien, en faisant des sciences, d'avoir quand même un peu de sport pour pouvoir se défouler et pas toujours avoir la tête dans les cahiers, dans les maths, voilà. Et toute la famille suit derrière? Vous vous sentez accompagné par rapport à ce parcours-là? Oui. Carrément, ouais. Bon, je parle pas de Marois parce qu'il y a le papa qui est là, et donc lui, c'est sûr que... Non, oui. Ma mère s'entraîne avec Saïd, donc... Très bien. D'accord. En tout cas, merci à toutes les deux. On va passer maintenant à quelques échanges avec Saïd, justement, qui est le papa de Marois. Et lui, Saïd, il s'est lancé dans la course de fond il y a maintenant quelques années. Et j'ai découvert ça. Il a démarré à 30 ans. On va donc passer la parole à Saïd. Donc alors, Saïd, bonjour. Toi, tu es l'heureux papa de Marois, fier de sa fille et qui est aussi lui-même un coureur de fond. Donc, comment ça se passe pour un papa qui voit sa fille évoluer dans le monde de l'athlétisme? Bonjour Laurent. Merci pour ton accueil. Écoute, effectivement, Marois court depuis qu'elle est toute petite. J'ai le plaisir de pouvoir la voir puisqu'on s'entraîne sur les mêmes créneaux. Et c'est super agréable pour un papa de voir sa fille s'épanouir, performer ou pas. Mais là, dans le cas de Marois, elle performe. Donc c'est super agréable pour un papa de voir sa fille courir aussi vite. D'ailleurs, elle court plus vite que moi maintenant. C'est ça, la jeunesse qui te rattrape. Alors, de ton côté, tu as commencé quand l'athlétisme finalement? Alors, moi, je viens pas du tout du monde de l'athlétisme. Félix pourra le confirmer. Mais je suis arrivé tard. Je suis arrivé à l'âge de 30 ans suite à une expérience professionnelle à l'étranger qui m'avait un peu épuisé. Et en revenant, j'ai décidé de me mettre à courir. Donc, j'ai décidé de participer à un 10 km. C'était le 10 km de Tournefeuille. Et ensuite, ça m'a plu. Je suis parti sur le 10 km de Blagnac. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire un semi-marathon que j'ai fait la même année. Et ensuite, j'ai fini sur le marathon. Et depuis, j'en ai fait 17. Je vais courir mon 18e marathon à la fin du mois, puisqu'on sera à Marrakech. Alors, attends, une question. Pourquoi avoir choisi de courir les longues distances? Pour quelqu'un qui débute dans l'athlétisme, c'est fou, quoi. C'est extraordinaire. Mais pourquoi avoir choisi la longue distance? Parce qu'en fait, ce que tu dis pas, c'est que tu as aussi fait un petit 100 km quand même. Oui, j'ai participé 4 fois aux 100 km de Millau. C'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est-à-dire que plus c'est long et plus je prends de plaisir, je dirais. C'est un peu paradoxal puisqu'il y a aussi de la souffrance là-dedans. Et en fait, ce que je recherche, c'est cette émotion de me dire est-ce que je vais y arriver ou pas. Et pour retrouver cette émotion, on rallonge un petit peu les distances. C'est comme ça que je suis arrivé aux 100 km. Et puis là, maintenant que j'ai fait un peu le tour des 100 km, je vais essayer de me trouver une distance un peu plus longue. Et mon souhait à l'avenir, puisque je sais que Marois aussi aime les longues distances, pour moi, mon souhait, ce serait que dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse participer à une longue course avec Marois. Ce serait un vrai accomplissement. Alors, je pense pas que Félix soit super d'accord avec ça. Mais en tout cas, ce serait vraiment un plaisir pour moi et un accomplissement de pouvoir partager une course longue avec elle. Pourquoi pas dans le désert, puisque c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Et parce que je suis convaincu que c'est quelque chose qui donne du sens à l'existence. Et je suis persuadé que les pas que Marois laissera dans le désert, ce sera des
pas qui la guideront dans son existence à elle. Donc, pour l'instant, elle a l'air de se dire « Ouh là, ce que papa il veut m'envoyer là hein ?» Elle fait la mouche, je lui en ai pas parlé encore. Hein. Donc voilà, c'est un scoop, Maroua, t'as bien fait de venir dans l'émission. Voilà ce que papa te réserve dans l'avenir, mais en tout cas, il faut toujours que ça reste du plaisir et la joie de courir. Saïd, merci pour ce témoignage. Moi, je trouve ça assez fantastique d'être capable de faire ces trucs-là. Je suis très admiratif des personnes qui courent comme ça. Le sport, c'est aussi, on le dit, certaines souffrances. Il faut que ça reste aussi quand même quelque chose qu'on a avec le cœur et avec la joie. C'est une souffrance, mais c'est une souffrance pour du bonheur, quoi, quand même, quelque part. Le fait de se dire on a un objectif à atteindre. Bravo. Alors, je suis juste à côté, vous continuez à échanger. N'hésite pas à intervenir, Saïd. Félix, bonjour. Bonjour. Donc, tu te retrouves à la tête de 3 athlètes, là, finalement, président de club d'athlétisme. Mais tu comprends parce que, d'après ce que j'ai vu, tu es un ancien athlète national. Oui, avant d'être athlète national, j'ai d'abord commencé comme tous ces jeunes, c'est-à-dire que par l'école d'ailleurs. Ça a été à l'école où on fait quelques crosses dans notre scolarité et je me suis rendu compte que j'arrivais plus devant que derrière et c'est ce qui m'a motivé à m'inscrire dans un club d'athlétisme dans ma ville. Je suis né dans le Gard, dans une petite ville de 17 000 habitants de Bagnols-sur-Cèze et c'est là que j'ai commencé mes premières armes en 1973. Donc ça remonte à... C'était hier, quoi. C'est tout à fait. Et donc j'ai commencé comme cela et vous savez, en fait, l'athlétisme c'est un sport de passion. C'est pas un jeu. L'athlétisme c'est pas un jeu, c'est un sport. Il faut avoir la passion. C'est pas un jeu de ballon, c'est pas un jeu de balle. Donc c'est quelque chose qui vous prend aux tripes et à un moment donné, on s'essaie un peu à tout. Moi, j'ai pas fait de la course à pied de suite. Quand on fait de l'athlétisme, on commence à toucher un peu à toutes les disciplines. Il y a du saut, il y a du lancer, il y a de la course sprint courte, il y a de la course longue, il y a des obstacles. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les gabarits. C'est ça qui est bien dans l'athlétisme. On peut avoir des gabarits un peu différents. On est un peu plus lourd, on est un peu plus léger. On trouve toujours notre discipline. Alors, tu parles de passion, c'est donc cette passion qui t'a conduit à prendre la présidence d'un club d'athlétisme. Je saute quelques années, mais en fait, là, tu viens aujourd'hui autour de cette table. On sent autour de cette table les jeunes qui sont là, la passion, mais finalement, tu fais partie de ceux qui leur transmettent cette passion. Mais c'est comme tout, quand on commence un sport, je pensais pas que j'allais devenir un jour président. Franchement, c'était pas une passion. Ça vient, je dirais que l'appétit vient en mangeant. Lorsqu'on a terminé une carrière, moi j'ai fait 30 ans de carrière, on a envie de perdurer, de continuer et il y a deux choses, c'est devenir soit officiel dans un club, soit devenir coach. J'ai préféré d'abord faire coach, puis à un moment donné, la vie fait que dans un club, il y a beaucoup de mouvements et à un moment donné, on vous dit tiens, pourquoi pas toi un jour président ? Levez la main et c'est comme ça qu'on rentre dans le circuit. Voilà, j'ai levé la main. Justement, voilà. Quelques mots sur ce club, parce qu'on va quand même parler du club de Colomiers. Vous êtes tous de Colomiers. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Parce que ça fait depuis plus de 20 ans, j'ai lu ça, ce club, il existe. Ah non, mais ce club existe avant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, tu vois. Donc, avant 1940. Ce club, c'est un club d'athlétisme qui est né à Colomiers dans le cadre de l'Omnisport de Colomiers, où il y a tant de sections sportives, bien connues, l'USC. Et donc, il y a des évolutions normales dans un club, les gens se succèdent. Et moi, j'ai succédé à M. Gauthier, qui avait fait 10 ans avant moi. Moi, j'ai fait 10 ans, et avant lui, j'aime bien donner des noms aussi parce que ce club existe grâce aux personnes qui sont passées avant. Moi, je ne suis que de passage, je dirais. Et il y avait Madame Danielle Brahimi. Et à nous trois, aujourd'hui, on a cumulé 36 ans. Ça ne se bouscule pas au portillon pour prendre des clubs, je peux vous l'assurer. C'est une responsabilité, c'est beaucoup de travail. Et on fait ça par passion parce qu'on veut que notre sport perdure au travers des jeunes. Alors justement, d'un point de vue très pratique, ça se trouve où Colomiers pour les gens qui nous écoutent un petit peu de situation géographique ? Colomiers se trouve sur la route nationale 124 à la sortie de Toulouse, côté ouest. Voilà, et alors... Véroche. Et quelles sont les différentes activités que vous faites dans ce club ? Dans le club d'athlétisme, comme je vous le disais, on fait toutes les activités. Si vous me parlez bien du club d'athlétisme, bien sûr, pas de l'omnisport. Non. Je parle des disciplines pratiquées de l'athlétisme, tout le monde n'en fait pas. Voilà. Alors l'athlétisme, d'abord il y a toutes les courses, donc il y a du sprint court, il y a du sprint long. Alors le sprint court c'est du 100, 200, le sprint long c'est du 400, le demi-fond court c'est du 800, jusqu'au demi-fond long 10 000 mètres sur piste, marathon,
Je parle des épreuves là qui sont des épreuves olympiques, puisqu'on est dans une année olympique. Tout à fait. Vous avez aussi des obstacles. Il y a du sprint avec des obstacles de 110 mètres haies pour les hommes, avec des haies qui sont à 1m06 quand même, il faut les passer. Et vous avez le 100 mètres femmes et puis vous avez aussi des courses de steeple, de 3000 mètres steeple, où chaque 80 mètres, vous avez des barrières de steeple avec une fosse et ce qu'on appelle la rivière à passer à chaque tour. Il y a les lancers, vous avez 4 lancers, disque, poids, marteau, javelot, et vous avez 4 sauts, 2 sauts horizontaux qui sont le saut en longueur et triple saut, et 2 sauts verticaux, perche et saut en hauteur. Et quelle est la politique sportive du club avec toutes ces jeunes pousses que vous entraînez ? Mais d'abord, la politique sportive, c'est de faire du sport, tout simplement. Dans un premier temps, le but, c'est pas de rechercher la performance à tout prix. De toute façon, on a toujours dit que c'est dans la masse, c'est dans le nombre que l'élite ressortira. On n'a pas besoin de pousser les jeunes à devenir élite. Ça se fera ou ça se fera pas. Et c'est de leur volonté aussi. Là, vous avez 2 jeunes filles qui ont parlé. Il y en a d'autres. Il y a des jeunes garçons. Ils commencent, ils ont des résultats, ils ont envie, ils continuent. Je pense que c'est un peu partout dans tous les sports. C'est la passion qui va faire qu'ils vont vouloir continuer ou dévier à un moment donné. On a beaucoup de jeunes talentueux en France. Tout à l'heure, vous avez parlé études, sport. Ça, c'est un domaine que vous devrez creuser. C'est un vrai sujet en France par rapport à nos amis anglo-saxons qui ont une autre méthode, d'autres facilités. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, les jeunes sont tiraillés entre le sport et les études, et parfois ils ont des choix à faire qui sont parfois compliqués parce qu'ils sont très forts dans les études, ils sont très forts, c'est le cas des 2 jeunes qui sont là, et il y a un choix qui va être fait à partir de 18 ans lorsqu'on passe le bac et dans les études supérieures, c'est là où ça passe, où ça casse, je dirais. Et quels sont les prochains grands rendez-vous pour le club ? D'abord, ce que j'aimerais, si vous le permettez, rajouter, c'est que le club de Colomiers est un club, mais nous avons voulu, toujours dans l'esprit de la passion de l'athlétisme, avec d'autres présidents de club, Michel Bourdon, un ami le président de Balma depuis 26 ans, vous vous rendez compte, Michel Bourdon, président d'un club, Balma, qui est un des plus gros clubs d'Occitanie, sinon le plus grand, plus de presque 1000 adhérents, alors que nous, Colomiers, on est aujourd'hui à 220 adhérents. Vous voyez, donc on s'est associés et grâce à cette association, nous avons créé l'entente GTA, Grand Toulouse Athlétisme, où 2 autres clubs nous ont rejoints, Haute-Rive et Castelginest, et aujourd'hui, on cumule à peu près à 1300, 1400 adhérents, et d'autres clubs pourront nous rejoindre à partir de 2024, mais il y a des steps pour ça, il y a des périodes pour le faire, on ne peut pas le faire en cours de saison. Donc c'est un grand club en devenir avec des athlètes de niveau international dont certains vont participer au JO de 2024 à Paris. Et le nom de ce club ? Grand Toulouse Athlétisme, GTA. Voilà. Alors c'était un petit scoop pour l'émission spécifique, on avait parlé avant l'émission. Ça a été écrit, mais ce n'était pas forcément encore dit, donc oui. On est content de pouvoir le dire à l'antenne. C'est tout récent, hein. Voilà. Il a été créé au 1er septembre 2023. Et Saïd, je vais revenir à toi. Quel conseil donnerais-tu pour les personnes qui souhaitent pratiquer la course à pied ? Alors, ce qui compte avant tout, c'est la volonté, comme l'a dit mon président. Il n'y a pas forcément de règles. Voilà, il ne faut pas forcément venir du monde de l'athlétisme. Il suffit juste d'en avoir envie, de prendre du plaisir. Aujourd'hui, on est sur un club familial où il y a de la convivialité, mais il y a aussi du sérieux. Quand on vient aux entraînements, on y vient pour bosser. Mais en même temps, on retrouve le plaisir de se retrouver, de discuter, d'échanger. Et en même temps, le plaisir aussi de progresser et de voir ces chronos fondre aussi. C'est ce qui nous fait avancer. Alors, pour plus de renseignements, on peut vous retrouver sur uscolomiers.athlé.fr, c'est bien ça ? Tout à fait. Et on peut nous suivre aussi sur Instagram, puisqu'on a aussi une page Instagram USC Colomiers Athlétisme. Merci à toute l'équipe pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison. On vous souhaite une bonne année 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci. Et maintenant, place à la prolongation et le quiz avec nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Guillaume Abran, Marois Zougli, Saïd Azougli, Célia Andy, Félix Chiaramonte et Bernard Pujol. Et merci Pauline. Donc avec nos invités, on va lancer ce quiz traditionnel dans l'émission. Donc nous avons du biathlon et du ski de fond face à de l'athlétisme. On va commencer par une première question d'athlétisme pour l'équipe biathlon ski de fond. Première question, parmi ces épreuves, laquelle n'est pas au programme des championnats du monde d'athlétisme ? Je vous
vous donne 4 possibilités, vous me répondrez laquelle vous paraît la bonne. Premièrement, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres ou 10 000 mètres. Je répète, parmi ces épreuves, laquelle n'est pas au programme des championnats du monde d'athlétisme? Je me lance, non pas sur la piste, je dirais le 10 000. Et non, c'est pas le 10 000. Est-ce qu'en face, vous aviez la réponse? N'hésitez pas, nos amis. Le 3000. Le 3000 ne fait pas partie des épreuves au championnat du monde. Donc c'est un 0 pointé pour la première épreuve. Ne riez pas en face, c'est à vous maintenant. Donc question biathlon. Attention mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En biathlon, quel est le diamètre de la cible lors d'un tir debout? Je rappelle, le diamètre, c'est le petit rond noir que l'on voit. Hein. Donc 5,5 cm, 7,5 cm, 9,5 cm ou 11,5 cm. Quel est le diamètre de la cible lors d'un tir debout? Je me lance 8,5 cm. Est-ce que tu sais la réponse? 7,5. La réponse est 11,5 cm. C'est le tir debout. Il faut savoir qu'entre le tir debout et le tir couché, ce n'est pas les mêmes dimensions. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Donc c'est, comme on dit en judo, ikiwake, c'est-à-dire que match nul, on continue. Deuxième question pour nos amis. Donc sur l'athlétisme, il existe 4 catégories de course à pied. Quels sont ces différents types de courses? 4 réponses possibles. Le sprint, la course de fond, les marathons, l'ultra-trail. Le sprint, les courses de demi-fond, les courses de fond, les courses d'ultra-fond. Le sprint, les courses à pied, les courses de fond, les courses de haies. La course à pied, les courses de vitesse, les courses de fond, les courses longues. 1, 2 ou 3 ou 4. On n'a pas compris la question. Les 4 catégories de course à pied. Il y en a une qui m'a tenté dans l'oreille. J'ai entendu parler de haies. Ouais, donc je prendrai l'option avec il y avait les... On est d'accord? Et non. Alors les 4 catégories de course à pied sont le sprint, les courses de demi-fond, les courses de fond et les courses d'ultra-fond. Voilà les 4 catégories définies officiellement pour rapport à l'athlétisme. Voilà, les courses de haies ne font pas partie des courses à pied. C'est les références que j'ai dans ce quiz. On passe ça à nos amis en ski de fond maintenant. On passe du biathlon au ski de fond. On se trompe pas, c'est pas les mêmes pratiques. Il n'y a pas de fusil là sur celui-là. Hein. En ski de fond, comment nomme-t-on la technique la plus utilisée lors des courses de style libre? Le chasse-neige, le pas de patineur, le cross-skating ou le patin cross? Comment nomme-t-on la technique la plus utilisée lors des courses de style libre? C'est un nom d'une technique, hein, de toute façon. Je peux répondre. Hein. J'attends votre réponse. Hein. Le pas du patineur. Bravo. Bonne réponse. Donc, allez, on passe aux troisième question. Dans l'épreuve du 400 mètres au championnat du monde en athlétisme, la Française Marie-Josée Pérec a été sacrée championne du monde. Jamais, une fois, 2 fois ou 3 fois. Je parle bien du championnat du monde d'athlétisme. La Française Marie-Josée Pérec a été sacrée championne du monde. Jamais, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. 1 fois. Vous aviez la réponse en face? 2 fois, effectivement, en 95 et en 92. Voilà, donc encore un point de gagné, de perdu. On passe aux autres. On repense sur le biathlon. Quel pays a remporté le relais Oberhof ce week-end chez les dames? Norvège, Allemagne, France ou Suède? On dirait que c'est la France. Bravo mesdemoiselles, elles ont suivi. Et la Norvège en homme. On peut avoir un point de plus. Alors, on continue avec autre question. Pendant les Jeux de Paris 2024, combien y aura-t-il d'épreuves d'athlétisme? 20, 25, 30 ou 35? Pendant les Jeux de Paris 2024, combien y aura-t-il d'épreuves d'athlétisme? 20, 25, 30 ou 35? Allez, on dit 25. Bravo. Bravo. C'est sur le site officiel, hein. Allez, alors les scores, tu peux nous dire ça, Pauline? 2 pour l'athlétisme et 1 pour le ski. Donc voilà, c'est clair. Maintenant, ski de fond, dernière question pour nos amis. En ski de fond, quel est le fondeur qui a remporté la Mastar de Val di Fiemme en Italie lors de la dernière étape du Tour de ski ce week-end? Hugo Lapalus, Jules Chapaz, Jules Lapierre ou Lucas Chanava? Je dirais Jules Chapaz. C'était l'autre Jules, malheureusement. Voilà, c'était l'autre Jules. Bravo en tout cas pour ce chronique. Alors le vainqueur de cette 3-1 donc pour l'athlétisme face au biathlon. Bravo, on peut les applaudir. Voilà, c'est vous qui avez gagné. Faut faire attention. Il faut jamais lever les bras avant la ligne d'arrivée. En tout cas, voilà, merci. C'est la fin du match et de cette 31e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport? Fin du match.
Et oui, c'est la fin du match de cette 31e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline. Oui, Laurent, et cette semaine, vous pourrez suivre de nombreux sports et de nombreuses disciplines, à commencer par le tennis, où du 14 au 28 janvier a lieu l'Open d'Australie à Melbourne. Jusqu'au 14 janvier, c'est du ski alpin avec la Coupe du Monde Hommes à Wengen en Suisse. Du 10 au 16 janvier, vous pourrez regarder les championnats d'Europe hommes de handball en Allemagne. Du 10 au 14 janvier, retour au sport d'hiver, il y a du biathlon avec la Coupe du Monde à Ruhpolding en Allemagne. Entre le 11 et le 14 janvier, c'est du ski alpin avec la Coupe du Monde femmes qui va se dérouler en Autriche. Du 12 au 14 janvier, vous pourrez visionner les championnats d'Europe de short track en Pologne. Ensuite, du 12 au 14, il y a également de la luge avec la Coupe du Monde à Oberhof en Allemagne. Toujours du 12 au 14, il y aura du saut à ski pour la Coupe du Monde femmes à Sapporo au Japon. Du 12 au 14 janvier encore, saut à ski, mais cette fois c'est la Coupe du Monde hommes à Wisła en Pologne. Du 12 janvier au 10 février prochain, il y aura du football avec la Coupe d'Asie des Nations au Qatar. Du 13 au 14 janvier, de la luge avec les championnats d'Europe à Innsbruck en Autriche. À partir du 13 janvier et jusqu'au 11 février, à nouveau du football avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Passons au rugby où le 13 janvier a lieu le retour de la Champions Cup. Le Stade Toulousain se déplace à l'Ulster et toujours en rugby, cette fois la Challenge Cup. Montpellier reçoit les Lions et Castres va affronter les Black Lions. Le 14 janvier, du cyclisme sur route avec l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas. Toujours le 14 janvier, du cyclocross avec les championnats de France. En football, cette fois, le 14 janvier, il y a la 18e journée de Ligue 1 où Brest reçoit Montpellier et Toulouse se déplace à Metz. Le 16 janvier, du ski alpin avec la Coupe du Monde femmes à Flachau en Autriche. Du 16 au 21 janvier, toujours du ski alpin. Cette fois, c'est la Coupe du Monde hommes qui va se dérouler en Autriche. Et enfin, jusqu'au 19 janvier, il y a la suite du Rallye Raid Dakar. Et au programme de la semaine prochaine, c'est Cesta Punta avec un retour sur l'Open féminin Cesta Punta, le plus haut niveau français de la discipline, qui s'est déroulé du 6 au 7 janvier à Toulouse. C'est une discipline pour athlètes. Le jeu consiste à renvoyer contre un fronton la pelote servie par l'adversaire qui atteint des vitesses de 200 à 300 km/h, ricochant sur les murs, du côté et parfois au fond. À découvrir. Vous recherchez un sport exigeant en termes de précision, de rapidité, de réaction et de coordination œil-main. Ne cherchez plus, inscrivez-vous au ball trap, un sport de tir où les participants tentent de tirer sur des cibles en forme de disque d'argile lancés dans l'air à l'aide d'une machine lanceuse. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Guillaume Abran, Marois Azougli, Saïd Azougli, Célia Ndi, Félix Chiaramonte et Bernard Pujol. C'est la 31e émission de Si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse lors de la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Conduite à l'animation radio et au montage son, Marin Dupintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samperconnect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, plateformes podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.